hier. Sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali, je vous le dis très nettement. Et donc ce qu'on a entamé, après avoir accru notre pression militaire, avec des vrais résultats et des vrais succès de nos armées, c'est un travail qui consiste à dire il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police, partout, en particulier au Mali, mais aussi au Burkina. Il faut que derrière les projets se développent. Sinon, dès qu'on libère un territoire, les terroristes le reprennent puisqu'il n'y a pas de perspective. Et donc, l'armée française n'a pas à se substituer au non-travail, si je puis dire, de l'État malien. Il doit y revenir. Et donc, nous nous reconcentrons, nous, à la fois géographiquement en termes de mission, sur la stricte lutte contre les groupes terroristes. Vincent Hegeot, donc le Mali qui convoque l'ambassadeur de France sur place, on peut dire que c'est tout de même un acte très ferme. Ce sont ces propos d'Emmanuel Macron qui ont provoqué, qui ont encore accru les tensions. Sans la France au Sahel, il n'y aurait pas de gouvernement au Mali? Alors, il faut faire la part des choses entre une séquence macronienne qui est extrêmement offensive, qu'il s'agisse de l'échec de la vente des sous-marins à l'Australie, qu'il s'agisse des tensions avec l'Algérie, qu'il s'agisse du Mali. On sent bien que son registre lexical aujourd'hui est celui de l'attaque. Et au fond, il s'exprime plus comme un analyste, comme un éditorialiste de politique internationale que comme un président. Il a changé de En ce ton. sens que, oui, je trouve qu'il y a chez lui une dureté dans le constat qu'il a toujours pratiqué, mais en général dans des cénacles fermés, et qui là devient de plus en plus public. Mais sur le fond. Sur le fond, tout ça vient de très loin. On va prendre un peu de distance et de hauteur, si possible, par rapport à tous ces risques d'hystérisation du débat, de combat des chefs lexicaux, etc., etc. Et regardez la perspective depuis 2015. Depuis 2015, la France émet plus ou moins discrètement des griefs envers les exécutifs maliens successifs. Depuis la signature de ces fameux accords d'Alger, qui étaient censés ouvrir la voie à une réconciliation, une reconfiguration nationale malienne, je me souviens par exemple que quand le président pourtant élu et réélu Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé à la faveur, si je puis dire, du premier coup d'État, août 2020. Tout ça a été accueilli avec un lâche soulagement par Paris, soyons clairs. Quand vous parliez d'IBK à des officiels des services de renseignement, de l'armée ou de la diplomatie, ils levaient les yeux au ciel et ils poussaient des soupirs à fendre l'âme parce que précisément ils estimaient qu'ils n'étaient pas performants. Et là, depuis le deuxième coup d'État, alors qu'au passage, Emmanuel Macron, le même président français, avait plutôt rendu hommage à l'efficacité des militaires maliens après le premier putsch, depuis le deuxième coup d'État, il dit très ouvertement ce qu'il dit en privé depuis des mois. Donc voilà. Et deuxième point, et j'arrête là-dessus, c'est que, à part le grief de cet échec du redéploiement d'une administration digne de ce nom en Mali, vieille histoire, eh bien, il y a aussi le désaccord fondamental qui n'a pas du tout été résolu entre Bamako et Paris sur avec qui discute-t-on? Peut-on engager une forme de tractation, de négociation avec les caïds djihadistes locaux? Thiomel Guimbayara, quand Emmanuel Macron dit cela, ça vous choque en particulier? Le temps ne passe pas. Le temps est un peu condescendant, condescendant? Oui, c'est le mot. En tout cas, ce qui est ressenti, parce que convoquer un ambassadeur, c'est un acte fort, c'est une protestation en diplomatie, mais ça répond à une opinion nationale également. Nous sommes le Mali, les Maliens aujourd'hui, les jeunes qui se prononcent aujourd'hui utilisent Twitter comme Facebook et WhatsApp. C'est cette génération qui est là, décomplexée complètement. Donc, il faut prendre cette mesure en compte. C'est vrai que nous sommes un pays dont l'héritage est lourd à porter. Nous sommes héritiers de Sundiata, du pacte de Kouroukanfouga 1236. Un pays à tradition orale. Mais le ton, l'escalade, situons les faits en fait. Est-ce qu'il y a un duel sans concession finalement entre Choguel Maïga et Emmanuel Macron? Après les propos, la déclaration du Premier ministre devant la tribune de l'ONU, considéré à tort ou à raison, mais ça porte une opinion. Il retraçait un point de vue. Et le Premier ministre parle au nom de la République du Mali, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Maintenant, ça a été répondu par le ministre de la Défense, par le ministre des Affaires étrangères. M. Macron est à sa deuxième sortie. Il ne faut pas chercher les Maliens sur la fibre patriotique. Et rapidement, cette réponse-là, il a été répondu à plusieurs reprises. Mais la réponse... Enfin, c'est très tendu. Mais la réponse, le communiqué du ministère des Affaires étrangères ouvre une brèche à la collaboration parce que nos liens sont des liens d'une telle nature. Il faut redescendre de son pied. Il faut redescendre. Il faut... Détention. Il faut quand même calmer le jeu et puis revenir à de meilleurs sentiments pour reprendre la discussion. Général Jérôme... Des escalades là, cette escalade n'arrange personne. N'arrange personne et vous ne voulez pas de rupture.
C'est le risque. Non plus, la rupture, on n'en est pas encore à la rupture, même si la crise est là, même s'il y a une incompréhension. Il y a des incompréhensions aujourd'hui entre le Mali et la France. Général Jérôme Pilis-Trandican, sans la France au Sahel, il n'y aurait plus de gouvernement au Mali. C'est ce qu'a dit le président français. Oui. C'est le cas. Honnête, sur le plan militaire, l'action française depuis 2013 a permis de protéger toute la zone sahélienne. Bien sûr, il y a toujours un degré de violence élevé. Bien sûr, il y a toujours ces groupes terroristes qui s'infiltrent en particulier dans la zone des 3 frontières. Mais il faut souligner, et c'est aussi ce que dit le président Macron, il y a aussi une forme de lassitude. C'est que nous sommes engagés massivement, nous avons 5100 hommes qui sont déployés sur le territoire. Ça veut dire des dizaines de milliers, je le rappelle, des dizaines de milliers de soldats français qui, depuis 2013, tournent dans la zone sahélienne, et il y a un moment donné où effectivement on attend quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Emmanuel Macron attend en fait? Ce que l'on attend, c'est effectivement, nous n'avons pas à assumer, c'est pas nous qui sommes à assurer la souveraineté, c'est à l'État malien d'assurer la souveraineté, et en particulier à travers ce qui constitue un État, c'est-à-dire l'administration, l'éducation, la justice et toutes ces institutions indispensables. Et donc il y a un moment donné où la France estime qu'elle doit passer la main tout en restant présent. Quand le Premier ministre... C'est ça la difficulté. Quel est le seuil? Passer la main tout en restant présent. Le Premier ministre malien à l'ONU dit « La France nous abandonne en plein vol », le jour même où nous avons perdu notre 52e soldat. Et que, quand on regarde bien, nous allons diminuer très progressivement notre empreinte au sol, c'est un petit peu maladroit. Et donc il y a aussi une amertume d'un certain nombre de dirigeants français en disant « Nous avons fait un effort considérable, mais vous, de l'autre côté, on est prêt à vous aider ». Et d'ailleurs, on constate que d'autres États partenaires manifestent aussi un certain mécontentement à l'égard des autorités maliennes aussi. Ali Tounkara, est-ce que la France, justement, attend peut-être une intervention plus grande, gouvernementale, de l'État malien au Mali? Non, clairement, c'est vrai qu'au regard du discours tenu par le président, même de sa sortie fracassante, les attentes françaises vis-à-vis de l'État malien sont loin d'être comblées. De même également, si vous regardez le rôle important que jouerait la France au Mali, il est un rôle extrêmement important qui a permis à certains égards au Mali d'assister à ce début d'accalmie. Mais en dépit de ce rôle important que joue la force Barkhane française, les autorités maliennes, en l'occurrence militaires, ont la ferme conviction que la manière dont les différents services sont délivrés par l'armée française ne serait pas aussi coopérative comme les brandirait Paris. De la même manière également, les différentes victoires d'ailleurs sont un témoignage éloquent à combien les partages de renseignements, toutes ces patrouilles conjointes qui nous sont vendues ça et là, sont des patrouilles, malheureusement, que les militaires maliens reprocheraient à la France de ne pas les engager dans un esprit commun. En somme, les autorités maliennes aujourd'hui pensent que la vision de la France serait différente de celle du Mali, et même également les finalités recherchées par l'intervention française dans l'espace restent quand même floues. Vincent Hugel, il y a deux visions finalement, celle des autorités maliennes et celle de la France en ce qui concerne justement à la fois l'intervention française et la place de l'État malien. Alors, il y a des divergences tactiques et des divergences stratégiques. Les divergences stratégiques, je les ai évoquées brièvement tout à l'heure. C'est encore une fois un contentieux de fond assez lourd sur l'attitude qu'il faut adopter vis-à-vis des chefs djihadistes locaux. Je prends un exemple très simple. Iyad Agrali, donc ce Touareg malien qui a fédéré sous la bannière du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans plusieurs mouvances djihadistes, est considéré par les autorités maliennes comme un fils du pays. Et donc comme quelqu'un avec qui on peut engager des tractations directes ou indirectes. Pour la France, c'est une ligne rouge. Iyad Agrali, après l'élimination de As-Sahraoui, est considéré, et d'ailleurs il l'était même avant, comme l'ennemi public numéro 1. Et il est clair que si l'occasion est donnée aux forces spéciales françaises de le neutraliser, comme on dit dans le jargon militaire, eh bien, ils ne s'en priveront pas. Donc là, vous avez vraiment un contentieux de fond. Et puis, il y a l'autre contentieux, l'autre litige, qui est encore une fois cette exaspération, effectivement, cette irritation envers des exécutifs maliens successifs,
celui-ci ayant en plus l'illégitimité du putsch au carré, du double coup d'État, leur inefficacité dans le redéploiement promis depuis des années de quelque chose qui ressemble à une administration fonctionnelle. Donc voilà, là c'est vraiment de divergence. Simplement, moi, une petite nuance quand même, parce que quand on étudie de près le communiqué qui a été émis hier au moment de la convocation de l'ambassadeur Joël Meyer, vous savez, désobligeants et inamicaux, ce sont les qualificatifs qui ont été retenus dans l'échelle Convocation de l'ambassadeur quand même. Oui, mais la convocation de l'ambassadeur, ça fait partie du langage diplomatique et de la théâtralité habituelle des relations bilatérales. Mais je veux dire, désobligeants, inamicaux, dans l'échelle des peines diplomatiques, franchement, il y a pire. Hein. Vous ne pensez pas justement que là, en ce moment, les tensions sont particulièrement... C'est très tendu entre les deux. C'est tendu, mais il faut toujours faire la part des choses, encore une fois, entre la rhétorique et ce qui se joue sur le terrain. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que vous avez un commandant du dispositif Barkhane, qui, dans la même période, dans la même séquence, a été reçu, a discuté avec le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, et on a parlé coopération. Et on a aussi entendu ce général Laurent Michon, puisqu'il s'agit de lui, expliquer qu'il y aura de toute façon le maintien d'une couverture aérienne avec une capacité de réaction rapide et massive dans les mois et les années qui viennent. Est-ce que, Thiambel Guimbayara, il y a tout de même aussi ce contentieux avec justement les autorités maliennes sur cette collaboration et ces négociations, en tout cas avec les forces Wagner, les forces russes. Donc est-ce qu'effectivement ils négocient avec les forces russes? Et là, c'est vrai que Paris avait mis son veto, ça sera soit les Russes, soit la France. Non, je crois que fondamentalement, la coopération avec la Russie ne devrait pas se faire au détriment des relations avec la France et de la coopération avec la France. Nous avons un acte fort avec la France, c'est une coopération de défense. Je rappelais avant de rebondir sur cette question que tantôt, le général évoquait la mort du 52e soldat français sur le sol. L'armée malienne en a perdu autant. Comparaison n'est pas raison, mais c'est peut-être une coïncidence d'agenda ou de calendrier. Ce n'est pas une méconnaissance de l'effort et du sacrifice de sang des soldats français pour aider le Mali, tout comme le Mali l'a fait autant auprès de la France. Nos liens sont des liens de sang, des liens historiques. On ne peut pas, d'un revers de main, faire tourner cela. Il faut reconnaître en réalité... Donc la France est souhaitée encore au Mali. La France est souhaitée au Mali à condition de discuter avec les autorités maliennes d'égal à égal, à condition de mettre en avant l'intérêt du Mali, à condition d'arrêter cette ambivalence, cette ambiguïté. Aider le Mali. De quelle ambivalence parlez-vous, pardonnez-moi? Aider les groupes armés rebelles qui n'ont pas déposé encore les armes. Ça ne passe pas. Empêcher le Mali d'aller à Kidal, empêcher le Mali de travailler sur son territoire, il faut le faire avec les autorités maliennes, en accord avec les autorités maliennes, parce qu'aujourd'hui, les autorités de Bamako aussi sont soumises à une opinion qui ne tolère pas, qui monte, qui marche, qui manifeste, et malheureusement, les propos du président Macron réconfortent cette partie de l'opinion qui est dans ces excès-là. Il faut le reconnaître. Il y a un sentiment anti-français. Pas un sentiment anti-français en tant que tel, mais un sentiment anti-politique française tel que mené ici. Sinon, nos liens sont des liens de sang. Les Maliens vivent, les Français vivent à Bamako, tout comme les Maliens vivent ici. Et entre nos deux pays, c'est des liens de sang et liens d'histoire. Je ne le rappellerai jamais assez, mais c'est difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas impossible de revenir autour d'une table. Très forte tension néanmoins. Général Jérôme Pilistrandi, pour justement redonner un peu de contexte, la France donc a décidé de retirer la moitié ces forces militaires du Sahel. C'est un soldat sur deux. A priori, ils vont sortir du Mali. En tout cas, ils ne sont déjà plus au nord. Ils se redéploient plutôt vers le Niger. On va regarder d'ailleurs une carte pour comprendre un peu. Tout à fait. Mais je tiens à souligner, par exemple, que au cours entre le mois d'août et le mois de septembre, les avions français ont assuré plus de 40 rotations pour transporter les soldats maliens vers le nord. Et les installations, notamment on évoquait Kidal ou les installations au nord, il ne s'agit pas en quelque sorte de partir et puis les laisser ouvertes. Nous les transférons de manière le plus organisée possible, à la fois aux forces armées maliennes, parce que c'est l'État souverain, et également, bien sûr, en liaison avec la MINUSMA. Et on voit bien qu'il y a cette ambiguïté politique, médiatisée, et que la réalité du terrain est autre. Mais elle est autre, mais enfin, il y a bien un retrait des forces françaises. En fait, ce retrait, c'est une réorganisation, parce qu'effectivement,
on va pas rester des décennies. C'est pas notre objectif. Par contre, c'est de couvrir face à ces groupes armés terroristes, et en particulier dans cette fameuse zone des 3 frontières, on le voit sur la carte entre le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, pour pouvoir les traquer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier le maintien de l'appui aérien, qui est essentiel à travers des drones, Et des ça, avions. ça va rester. Mais ça va rester. L'appui aérien, Bien sûr. Ce sont aussi la des lutte forces ciblée spéciales. contre le terrorisme, c'est ce que disait Voilà. Emmanuel Macron. On a notamment la task force Takuba, qui est une task force de forces spéciales européenne. D'ailleurs, la Hongrie vient d'annoncer qu'elle allait envoyer, et ça c'est aussi un signal important, c'est entraîner nos partenaires européens donc pour aider la région. Takuba, ça marche aujourd'hui, Mais oui, ça marche. Alors, la seule chose, c'est cette que force européenne? la problématique, c'est qu'on ne parle, on parle, hélas, lorsque nous avons des décès ou des blessés. On ne parle pas de l'action au quotidien. La traque, elle est permanente. Alors, avec des groupes armés terroristes qui, effectivement, jouent de la faiblesse dans certaines zones, et en particulier dans cette zone des 3 frontières, la faiblesse des trois États. Donc, on recentre un petit peu le dispositif pour pouvoir être plus efficace, et puis, parce qu'il appartient maintenant, c'est à l'État malien d'assurer la souveraineté et la protection de ses populations, en particulier dans la zone nord du Mali. Merci en tout cas à tous les 4. On se retrouve juste après une courte pause. Restez avec nous. Suite du débat sur France 24 consacré au bras de fer entre la France et le Mali. L'ambassadeur de France convoqué par Bamako après les propos jugés regrettables d'Emmanuel Macron à l'encontre de la junte militaire au pouvoir au Mali. Entre la France et le Mali, le bras de fer est donc tenace sur fond d'enjeux géopolitiques. Alors la crise est-elle profonde? Va-t-on vers une rupture? Que veut finalement la France au Mali et que veut le Mali qui suscite nombre de convoitises? Je suis toujours en présence de Vincent Hugeux, journaliste indépendant spécialiste de l'Afrique, de Thiambel Gimbayara, journaliste malien, directeur de la publication La Voix du Mali, du général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Et avec nous, on espère que le son sera meilleur par Skype de Bamako, Ali Tounkara, sociologue et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Mali. Vincent Hugeux, ce bras de fer entre la France et le Mali se fait donc sur fond d'enjeux géopolitiques. Le Sahel fait l'objet bien sûr de convoitises. On parlait des Russes. C'est vrai que la junte, les autorités maliennes au pouvoir, est-ce qu'elles négocient effectivement avec les Russes? Est-ce qu'elles négocient effectivement avec cette fameuse force Wagner dont on a parlé? Pas l'ombre d'un doute. Alors vous connaissez la thèse moscovite qui consiste à dire que Wagner est une société privée qui n'aurait rien à voir avec le Kremlin, pure fadaise, puisque le dirigeant historique de la nébuleuse Wagner, Evgeny Prigojine, est un intime de Vladimir Poutine depuis l'époque de Saint-Pétersbourg, ce qui ne nous rajeunit pas, et que les liens organiques entre Wagner et l'appareil militaire russe sont avérés et incontestables. Ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que le Mali invoque sa souveraineté. Pour dire grosso modo, nous traitons et nous contractons le cas échéant avec qui est considéré comme un partenaire. Le Premier ministre disant, voilà. Si la France se retire, nous avons besoin des Russes. C'est-à-dire que c'est là où il y a quelque chose qui relève de la casuistique de haut vol, c'est-à-dire qu'on va invoquer le prétendu abandon français, dont on a dit à l'instant ce qu'il fallait penser, pour justifier l'irruption des Russes. Mais alors, moi, il y a quelque chose qui me laisse un peu perplexe, c'est que, si vous voulez, au nom de la souveraineté, vous cédez en fait une fonction régalienne essentielle et centrale, à savoir la sécurité et la défense de votre pays, à des chiens de guerre venus du froid. Il y a un souci. Si c'est ça la souveraineté malienne. Je vais vous donner un exemple. Pardonnez-moi, une petite notation personnelle. Moi, j'ai un baromètre qui est infaillible. C'est les messages que je reçois, notamment après mes passages à France 24 sur les réseaux sociaux. Depuis 2 ou 3 semaines, on est passé de la critique à l'injure, et injure qui peut être infamante. Et précisément parce que vous avez un climat aujourd'hui qui est d'ailleurs entretenu avec une certaine forme de démagogie par les stratèges de la junte, qui fait appel à la fibre patriotique tout à fait sincère et authentique, comme notre confrère malien l'a développé tout à l'heure, mais qui, d'une certaine manière, embarque aussi le pays dans une impasse. Parce que si, franchement, la sécurité du Mali demain matin, elle repose sur les épaules des gens de Wagner, eh ben, je leur souhaite bien du plaisir et bien du courage. En êtes-vous sûr, Thiambel Gimbayara, ces forces Wagner, ces Russes, justement, ils pourraient assurer la sécurité du Mali, comme le dit
le Premier ministre malien qui manifestement négocie avec eux? Je ne pense pas que ce soit les propos du Premier ministre malien, mais en réalité, le territoire malien ne pourrait être sécurisé que par l'armée malienne. C'est le souhait. Aujourd'hui, l'armée malienne n'est pas en mesure de sécuriser ce territoire-là. Il faut trouver une solution. Et la solution n'est pas forcément Wagner ou la coopération avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec la France. La solution, c'est de trouver un moyen. Quand la France, elle sous-traite notre sécurité avec des Hongrois, ça est non, mais quand nous coopérons avec la Russie, il faut glisser Wagner. Donc vous trouvez ça normal? Non, pas du tout. Jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il n'y a aucun document officiel qui parle de signature de contrat du Mali avec cette société. Attendons de voir. Moi, je ne vois pas encore pour le moment. Et je ne pense pas que ce soit un saut dans l'inconnu que le peuple malien laisserait aller remplacer. Oui, mais les autorités maliennes, elles pourraient signer un tel contrat, général Jérôme Pilis-Transdy. Oui, alors il y a eu notamment la livraison il y a quelques jours par la Russie de 4 hélicoptères de type Mi-171 avec une forte médiatisation. Hélicoptères russes. Hélicoptères russes, bon. Mais il faut souligner par exemple que la République centrafricaine a dû reconnaître ces jours-ci qu'il y avait eu des exactions commises par le groupe Wagner contre sa population. C'est-à-dire que... la RCA qui fait appel à Wagner maintenant, oui. Enfin tout le monde, c'est officiel. Voilà, exactement. Et donc derrière, on voit bien qu'il y a des enjeux. Et en fait, l'objectif de la Russie, parce que comme vous le disiez, c'est bien de déstabiliser la présence française, déstabilisée dans la région, parce que ça correspond à des objectifs politiques, géopolitiques, de la part de Moscou. Ou mettre un pied dans la région également. Alors, il y a aussi... une présence russe. Il faut aussi souligner, d'abord, qu'il y a toujours eu des liens entre le Mali et la Russie, à l'époque de l'Union soviétique, bon, et qu'un certain nombre de cadres, dont le Premier ministre par intérim, ont été formés à Moscou. Nous ne remettons pas en cause, et parce que le Mali est un État souverain, nous ne remettons pas en cause le fait que la Russie veuille s'investir. La problématique, c'est le groupe Wagner, et dont on voit bien que l'objectif est en fait qu'il assure une forme de garde prétorienne, non pas pour aller traquer les groupes armés terroristes, mais pour protéger les autorités du régime. Donc ils ne lutteraient pas contre le terrorisme, c'est ce que vous dites, les Russes. Ils n'ont pas, le groupe Wagner n'a pas les moyens. Il faudrait déployer des avions de combat, il faudrait déployer des drones, il faudrait déployer des troupes de manière conséquente. Là, c'est faire appel à une milice pour se protéger. Ali Tounkara, est-ce que vous pouvez rebondir justement sur ces négociations qui, donc, a priori, ont lieu ou auraient lieu, en tout cas entre les autorités maliennes et ces forces Wagner russes? La Russie, clairement, sait que le Sahel est un enjeu pour elle. Déjà, elle a déjà pris plein pied en République centrafricaine. Clairement, c'est vrai que les autorités maliennes n'ont pas jusqu'ici confirmé la venue de cette société privée russe, en l'occurrence Wagner, mais toujours est-il que les négociations sont déclenchées. Cela a été confirmé par les autorités de Bamako. Mais il est quand même important de rappeler, mon général, qu'effectivement, les autorités maliennes, même le Premier ministre aux Nations Unies, n'ont aucunement nié l'important rôle que joue la France dans la lutte contre le groupe radicaux-violents. Mais sauf que ce sentiment ou des suspicions qui animeraient un nombre important de Maliens, à un niveau même très élevé de responsabilité vis-à-vis de la France, le fait d'avoir un agenda qui serait quand même pas forcément celui du Mali. Et quand on regarde les différentes victoires remportées par l'armée française au Mali, sont des victoires qui n'ont aucunement associé l'état-major malien. Les récentes victoires qui ont abouti à la neutralisation des Sahraouis, malheureusement, une bonne partie, l'armée malienne n'a pas été associée à cela. Mais dans le même temps, je ne pense pas que la France soit aussi scandalisée, si elle n'est pas dans une sorte de nostalgie, de se battre aux côtés des troupes régulières d'un État souverain, d'autant plus qu'elle a quand même combattu le terrorisme avec les États-Unis en Afghanistan et en Irak, lesquels les États-Unis ont clairement sollicité des mercenaires, mais même si l'appellation mercenaire n'a pas été mise en évidence. Donc, je pense que ces différentes prises de parole de la part des autorités françaises nous font penser de cet attachement de la France, de son dictat, malheureusement, qui relèverait d'une forme de néocolonialisme. Néocolonialisme.
perçue par les Maliens. Vincent, justement, quand on parle de ce sentiment anti-français au Mali, Emmanuel Macron et d'autres d'ailleurs ont dénoncé des manipulations. Il y aurait effectivement des manipulations sur les réseaux sociaux par les Russes, par exemple, également les Turcs, qui finalement attiseraient ce sentiment de haine anti-français. Donc, en préambule, l'honnêteté commande de rappeler que la France doit balayer devant sa porte et qu'elle a été d'une certaine manière la complice navrée de l'irruption de Wagner en Centrafrique en démontant de manière précipitée le dispositif Stangaris. Je ferme la parenthèse et en contribuant d'ailleurs à la levée d'un embargo qui a permis aux Russes d'entrer en Centrafrique par la voie de la fourniture d'armement. J'en viens au sentiment anti-français. Mon expérience de reportage à différents moments de l'histoire du Sahel dans les années écoulées, c'est que plus vous éloignez de Bamako, moins ce sentiment anti-français est palpable. C'est un phénomène qui, à l'origine, était essentiellement bamakois, qui reposait en partie sur une exaspération sincère. Combien de fois ai-je entendu des Maliens et des Maliennes me dire « Mais expliquez-moi comment la 4e armée du monde, avec sa puissance, avec ses avions, ses drones, ses canons, etc., n'est pas capable de venir à bout d'une bande de va-nu-pieds ». La nuance, c'est que d'abord, c'est pas une bande de va-nu-pieds, qui sont aguerris, expérimentés et fort bien équipés, et que deuxièmement, il y a là une conflictualité inédite à laquelle il faut s'adapter. C'est donc une déception aussi de leur part. Mais je reviens et je termine là-dessus, il y a effectivement une manipulation, une instrumentalisation d'un sentiment sincère, d'incompréhension, de perplexité et également de lassitude de la part des Maliens. En tout cas, les Algériens sont aussi en froid, hein, vous le savez, avec Paris. Ils sont bien sûr impliqués au Mali. On va regarder une carte. Hein, la frontière entre l'Algérie et le Mali est très importante. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères algérien, justement, est allé rendre visite aux autorités maliennes. C'était hier. Et écoutez ce qu'il a pu dire, justement, ce chef de la diplomatie algérienne. Cette faillite mémorielle qui est malheureusement intergénérationnel chez un certain nombre d'acteurs de la vie politique française, parfois au niveau les plus élevés. Et donc cette faillite mémorielle qui pousse les relations de la France officielle avec certains de nos pays dans des situations de crise malencontreuse devrait pouvoir s'assainir par un respect mutuel inconditionnel. Respect de notre souveraineté, respect de notre indépendance de décision et acceptation de partenariat sur une base de stricte égalité. Général Jérôme Pellistrandi, donc ces faillites mémorielles pour répondre à la rente mémorielle dont avait parlé Emmanuel Macron, qui a affirmé justement que ce pouvoir politico-militaire reposait sur cette rente mémorielle. Donc effectivement, on répond. Est-ce qu'il y a une sorte de front anti-français tout d'un coup là qui se dresse? La problématique avec l'Algérie, elle est extrêmement complexe, extrêmement ancienne, et on sait très bien que lorsqu'il y a des difficultés intérieures, et c'est la situation actuelle avec comment le gouvernement se positionne face au mouvement Irak et ainsi de suite. Donc c'est très facile de fédérer autour de la France qui va être le bouc émissaire de toutes les difficultés. Donc on est dans une situation très sensible avec l'Algérie. N'oublions pas que l'année prochaine, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance algérienne, et qu'il y a aussi, et ça va être la problématique que l'on va voir, c'est dire le bilan. Dire qu'est-ce que l'Algérie a fait de son indépendance. Et donc, la problématique pour le gouvernement algérien, qui a ses propres difficultés internes, effectivement, la France est le bouc émissaire commode, et ça tombe bien en ce moment. Bouc émissaire, mais il y a tout de même des frictions importantes avec Paris, Vincent Hugeot. On a l'impression, effectivement, est-ce qu'il y a un changement de ton tout de même du côté de l'Élysée? On est dans un contexte qui est plus proche de l'affrontement qu'il y a quelques mois, par exemple. Indépendamment de la dimension incorrigiblement passionnelle de la relation franco-algérienne, il y a aussi cette évidence que l'on nommait souvent de rappeler, c'est que depuis le début de la crise sahélienne, l'Algérie considère que la France n'a pas à mettre les pieds, et encore moins les Rangers, dans cette voie comme son arrière-cour sahélienne. Et donc de toute façon, son arrière-cour sahélienne. Et de toute façon, il y a toujours eu une infinie ambiguïté dans la posture algérienne, jusque y compris dans la qualité de la surveillance de sa frontière sud et de ce qui passait en termes d'hommes, de carburant, de vivres et de munitions. Donc, de toute façon, l'Algérie dit maintenant explicitement ce qu'elle suggère depuis des années. Elle veut être au centre
de l'éventuelle résolution de cette équation à X inconnue qu'est la crise sahélienne aujourd'hui. Elle considère qu'elle est légitime à être l'actrice centrale et principale. Et elle en a les que moyens ? La France a vocation à disparaître de ce paysage-là. Ça, vous pouvez ajouter à cela toutes les tensions imaginables, les incroyables maladresses rhétoriques de Emmanuel Macron, notamment quand il met en doute l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. Ça ne fait que jeter quelques brassées de bois sec dans le brasier, mais ça ne change pas la nature de cette divergence de fond. Il y a aussi un phénomène générationnel et qui pose un vrai problème. C'est-à-dire que le président Macron, mais aussi nous ne raisonnons plus sur 1962, alors que pour le gouvernement algérien et pour l'opinion publique algérienne, cela reste fondamental. 62, maintenant, c'est de l'histoire passée en quelque sorte. Et on voit que ce décalage générationnel a un impact dans le discours politique et cette incompréhension mutuelle. Justement, Turmel Guimbayara, est-ce que effectivement l'Algérie donne l'impression que le nord du Mali, c'est son précaré ? L'Algérie donne l'impression que le nord du Mali, c'est son précaré. Bonne question. Rappelons un peu, interrogeons un peu l'histoire. Jusque-là, toutes les rébellions, en tout cas, qui ont abouti à une signature d'un traité entre l'État malien et les groupes qui se sont rébellés sont terminés par des traités où on est rentré dans l'ordre et l'Algérie a participé à la solution. Les liens entre l'Algérie et le Mali sont des liens historiques. Nous avions servi d'arrière-base, en tout cas l'Algérie au FLN en son temps pour se battre pour son indépendance. J'espère que l'Algérie ne l'a pas oublié. Aujourd'hui, c'était cette même Algérie qui nous a refilé ces terroristes entre guillemets qui ont passivé, qui ont mis nos populations en coupe réglée. On n'est pas prêt à ce que notre pays, le Mali, soit une arrière-cour ni de la France, ni de l'Algérie, ni encore moins de la Russie. L'armée malienne devrait travailler à revenir dans cette frontière-là pour sécuriser les populations maliennes. C'est à elle seule de sécuriser les Maliens. Mais alors comment est-ce que l'armée malienne pourrait effectivement faire ça ? Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous sommes en sous-effectif. Il y a une armée qui se reconstitue. Elle ne peut pas se reconstituer en 6 mois, en 8 mois. Mais nous sommes en crise et en guerre. Depuis 2012, des soldats maliens tombent, des camps entiers ont été pillés. L'armée malienne a perdu plus d'hommes que toutes les armées qui sont venues à nos côtés. Normal, vous allez me dire. Mais aussi, là où le bas blesse, c'est que les populations civiles sont en train de tomber. La guerre n'est pas facile. Et les Maliens s'interrogent, se posent des questions. Nous avons la MINUSMA, nous avons ECAP Sahel. Donc la force de l'ONU, le G5 Sahel. Nous avons tout le monde sur notre territoire. Malgré tout, la guerre continue. Et ne faudrait-il pas changer de fusil d'épaule ? Il ne faudrait pas trouver d'autres solutions pour sortir de cet état d'esprit. Alors quelles peuvent être ces autres solutions, Général Jérôme Pilistrandi ? Pour sortir, où en est cette menace terroriste ? Elle existe. Et je vois, là, j'apprends à l'instant, effectivement, qu'un militant islamiste a tué au moins 5 soldats dans une attaque au centre du Mali. Donc, clairement, la menace terroriste est encore très forte. Malgré tout cela, malgré tout ce que vous écrivez, malgré la présence française, malgré le G5 Sahel, malgré... Tout à fait, mais c'est aussi le fait que nous continuons, et ça a été clairement réaffirmé à la fois par les autorités politiques françaises et les autorités militaires, à soutenir l'armée malienne, à soutenir la formation. Par exemple, nous avons livré fin septembre 22 000 litres de carburant au profit de l'armée malienne. Donc nous continuons ce soutien. Mais effectivement, vous avez raison, reconstituer une armée demande du temps. Et avec le fait qu'il faut aussi que la composition de cette armée soit la plus nationale possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ce soit l'armée du Sud contre des milices du Nord. Donc il y a aussi tout ce travail, et là qui appartient exclusivement aux Maliens. C'est une armée républicaine, j'espère. De reconstituer avec toutes les forces ce dialogue et former. Les images que vous montrez sont un bon exemple parce que on a affaire, et comme vous le soulignez, à des adversaires qui sont extrêmement aguerris et qui disposent de capacités de transmission satellitaire, de systèmes de visée nocturne, enfin qui sont extrêmement mobiles. Et donc, nous poursuivons, et ça a été réaffirmé, le soutien à l'armée malienne pour combattre les terroristes. Vincent Hidjo, donc ce redéploiement, c'est justement face à cette menace terroriste qui reste entière. Je considère depuis plusieurs années que la mission Barkhane s'acquitte avec pas mal de bravoure d'une tâche impossible et qu'au fond, en termes de pure stratégie, cette guerre aujourd'hui est ingagnable.
Je prends un exemple très simple. Mais une fois que vous avez dit ça, qu'est-ce qu'on fait si elle est ingagnable? Chacun son job. Hein. Nous, on analyse, les décideurs décident. Vous évoquiez à l'instant le centre du Mali. Il faut savoir que maintenant, depuis plus d'une année, vous avez à l'échelon local... Il y a 5 militaires tués dans le centre du Mali. Dans les zones de Mopti, le long de la falaise de Bandiagara, en pays d'Ogon, etc., des petits pactes qui sont passés à l'échelon local avec un chef de village, un dignitaire coutumier, et des djihadistes qui sont descendus du Nord et qui disent à ses représentants, écoutez, vous nous laissez prêcher, vous nous laissez modifier les normes vestimentaires, morales, sociales, etc. Et en contrepartie, on vous garantit une forme de quiétude. Un contrat qui d'ailleurs est assez rarement rempli. Donc je veux dire, il y a une pénétration à l'intérieur du tissu social malien, bien au-delà du Grand Nord, d'une forme de djihadisation rampante qui est en train de modifier l'équation de ce pays. Et ça, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Tchambel Guimbaria, quels seraient les autres moyens si justement le militaire ne suffit pas en 1 minute? Les autres moyens, c'est de dialoguer, c'est de restaurer la confiance, de travailler avec l'armée malienne, c'est aussi de déradicaliser les jeunes, c'est de travailler à ce que le Mali recouvre son intégrité. Donc un travail au sein de la société malienne. Il y a ce travail-là à faire. Le Mali, d'où le dialogue, il faut quand même retirer nos jeunes des crocs de ces djihadistes-là. Et puis, ceux qui sont irréductibles, il n'y a pas d'autre type de confrontation avec ceux-là, c'est de les neutraliser au maximum possible. Ceux qui sont venus d'ailleurs nous imposer leur culture, ce n'est pas acceptable au Mali, parce que le Mali est un pays musulman depuis le XIIe siècle. Donc voilà, il y a une démarche militaire à mener, une démarche civile de socialisation, et un dialogue qu'il faut faire. Et ce dialogue doit se faire avec tous les partenaires, avec la France, avec la Russie, avec les États-Unis, avec la Chine. Vous souhaitez une réconciliation? Aux conditions du Mali. Aux conditions du Mali. Merci beaucoup, Vincent Hugeux. Merci, Tchambel Guimbayara. Merci à vous, Général Jérôme Pilistrandi. Merci à Ali Tounkara en direct de Mabako. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.